Bonjour à tous, Dominique Vénère s'est éteint le 21 mai 2013. Nous sommes le 21 mai 2018, 5 ans après. Et il s'agissait aujourd'hui de rendre hommage, au niveau du Parti des Européens, à cette figure fondamentale de notre combat qu'a été Dominique Vénère. Et voir aussi, faire un peu le bilan de ces 5 années, de se poser la question de savoir si le message que Dominique Vénère a souhaité transmettre par le geste assez incompréhensible du plus grand nombre qu'il a mis en place était compris. On se souvient que Émeric Choprade notamment avait déclaré qu'il avait compris le geste et avait dit Dominique, je ferai des gestes forts. On a vu ce que les gestes forts en question étaient. Une adhésion au Front National assez rapide, un poste de député européen, et puis finalement, aujourd'hui, des clins d'œil à Emmanuel Macron pour espérer une réélection au Parlement européen. Donc le message de Dominique Vénère n'a pas été compris par Émeric Choprade en tout cas. Est-ce qu'il a été compris par d'autres? L'objectif aujourd'hui, c'est d'évoquer la figure de Dominique Vénère, son combat pour l'Europe, car l'idée finale de tout cela, c'est bien l'Europe. Alors j'ai à ma disposition un certain nombre d'ouvrages de Dominique Vénère, je vais vous les présenter brièvement, mais d'abord vous rappeler qui est Dominique Vénère. Alors Dominique Vénère, c'est notamment le fondateur, parmi d'autres, du groupe Europe Action dans les années 60. Il avait un parcours militant nationaliste classique, il a été membre de Jeunes Nations, c'est-à-dire l'idéologie exactement opposée à celle que Dominique Vénère a pu défendre dans sa vie. Le Jeunes Nations, étant donné que c'était une structure donc, des frères Sidos, qui était sur une ligne nationaliste française et catholique, donc très éloignée d'un nationalisme européen à forte coloration païenne. Europe Action, ça a été une aventure à la fois de presse, avec la revue Europe Action, et puis une aventure politique, avec la structure Europe Action, qui a débouché sur le Rassemblement Européen de la Liberté. Donc là, il ne s'agissait pas d'un rassemblement national, comme le nouveau nom du Front National, mais bien d'un rassemblement européen. Mais évidemment, les temps n'étaient pas mûrs, le thème européen a été pris en charge par la social-démocratie comme par les démocrates chrétiens, donc cette sensibilité européenne différente avait beaucoup de mal à émerger. Et dans les années 70, on a bien vu que même le Front National de Jean-Marie Le Pen a mis énormément de temps à émerger. C'est dans les années 80 que ça a démarré. Le problème, c'est qu'au lieu que ce soit cet européisme identitaire avant la lettre qui émerge, eh bien, c'est un nationalisme souverainiste classique qui a émergé. Alors, dans les ouvrages de Dominique Vénère, le premier ouvrage, ça a été pour une critique positive. Pour une critique positive n'est pas un ouvrage officiellement de Dominique Vénère, il n'a pas été signé de Dominique Vénère, ni même des pseudonymes qu'il a pu employer, mais ce livre est un coup de semonce contre toute cette droite nationale classique et ces schémas de pensée complètement obsolètes. Et notamment, il y a ce passage, donc, une jeune Europe. Alors Dominique Vénère va révéler à ce moment-là sa rupture avec le nationalisme français classique, puisqu'il va annoncer l'Europe. Et il va dire globalement ceci. Ce ne sont pas les accords économiques qui unifieront l'Europe, mais l'adhésion de ces peuples au nationalisme. Car dans l'esprit de Dominique Vénère, le nationalisme est européen. Il oppose les nationaux, franchouillards, souverainistes finalement, aux nationalistes européens. Des obstacles qui paraissent insurmontables sont dus aux structures démocratiques. Ça, c'est une position évidemment de l'époque. Une fois ce régime balayé, ces faux problèmes disparaîtraient d'eux-mêmes. Ça, on voit l'impact de l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'il a oublié par la suite. Le succès de la révolution dans une nation d'Europe, et la France est la seule à réunir les conditions voulues, permettra une rapide extension aux autres nations. Là, on est encore dans des vieux schémas. Mais la conclusion est très claire. La jeune Europe, fondée sur une même civilisation, un même espace et un même destin, sera-t-elle le foyer actif de l'Occident et de l'ordre du monde? La jeunesse d'Europe aura de nouvelles cathédrales à construire et un nouvel empire à édifier. Cet ouvrage, évidemment, pour une critique positive, s'adresse à la droite nationale en général. Il utilise des termes qui peuvent être entendus du plus grand nombre de ses partisans. La coloration païenne n'apparaît pas. La coloration européenne est nuancée. Il s'agit de rassembler. Or, à l'époque même, un discours trop européen, trop assumé, aurait pu avoir comme inconvénient de diviser. C'est le premier ouvrage de Dominique Vénère, il n'est pas signé Dominique Vénère. Dominique Vénère donc, va écrire sous son nom, également sous le pseudonyme de Julien Lebel. Alors Julien Lebel, pour savoir pourquoi ce pseudonyme, parce que en fait Dominique Vénère, sa grande qualité, c'est d'avoir utilisé la symbolique européenne partout dans son œuvre. Et elle n'est pas toujours facile à débusquer. Dominique Vénère a pris donc le pseudonyme de Julien Lebel, parce que Lebel était donc le fusil français, fusil de combat, fusil de guerre, et qui s'est un passionné d'armes. Dominique Vénère a écrit des ouvrages d'ailleurs très techniques sur les armes à feu, et évidemment l'arme qui a été fatale avait été issue de sa propre collection, et Julien
en hommage à l'empereur Julien, le dernier empereur païen de Rome. Donc, évidemment, ça annonçait bien la couleur. Julien le Bel, à la fois le combattant et le païen. Dominique Vénère avait une foi personnelle qui était liée à la chasse. Dominique Vénère considérait que son nom de famille, Vénère, venait du métier de chasseur, de veneur, hein, le grand veneur. Et Vénère donc considérait qu'il y avait un lien particulier avec la chasse. Donc les armes à feu étaient sa passion, la chasse était sa passion. Et c'était un fidèle personnel de la déesse Artémis Diane, car le côté païen de Dominique Vénère n'était pas simplement une esthétique païenne, mais une foi. Moi par exemple, je suis très proche, et ceux qui me lisent sur Twitter s'en rendent compte, de la figure du dieu guerrier Arès Mars, dont je mets parfois des photos de statues du dieu sur Twitter. Donc il y avait une foi païenne chez Dominique Vénère qui n'était pas feinte, qui n'était pas simplement intellectuelle, mais qui était vécue. Ce que peu de gens ont pu comprendre. La nouvelle droite notamment a un paganisme plutôt intellectuel, donc plutôt théorique. Le paganisme, c'est pas seulement la théorie, c'est aussi la vie. Et Dominique Vénère n'était pas un païen que de parole. Alors, dans sa carrière poétique, le Rassemblement européen de la liberté va échouer. Hein. Comme je l'ai dit, le contexte politique n'était pas du tout ouvert. Ils ont présenté une cinquantaine de candidats, des scores inférieurs à 2%. Donc évidemment derrière, pas d'argent, pas de crédibilité, pas d'émergence. Cette émergence politique n'ayant pas eu lieu, Dominique Vénère s'est remis en question, très légitimement, et il a estimé que ce n'était peut-être pas le destin qui était le sien, et que peut-être qu'il avait des opportunités à exploiter ailleurs. C'est ainsi que Dominique Vénère a choisi le métier d'historien. Ce n'est pas un historien de formation, ce n'est pas un universitaire, et dans ses œuvres, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans un travail de travail historique classique, car aujourd'hui l'histoire contemporaine, l'histoire en général, est considérée comme un travail d'érudition. Donc avec des bas de page, avec des nombreuses références multiples et variées. Pour faire une thèse, il faut avoir lu entre 800 et 1200 ouvrages, à peu près minimum, donc avec une bibliographie extrêmement riche. Or, lorsque vous lisez les livres d'histoire de Dominique Vénère, vous n'avez pas une grande bibliographie. Parce que c'est un méta-historien, c'est-à-dire que l'histoire est au service d'une cause qui est celle de l'Europe. Donc, devenu historien, Dominique Vénère a fait le choix de rompre avec la nouvelle droite dans les faits. Il n'est pas associé, par exemple, à la Nouvelle École. Il n'a mis les pieds, entre guillemets, aux Grèces qu'au tout début, comme une sorte de patronage originel qui n'est pas allé plus loin. Et ensuite, il a sorti énormément d'ouvrages. Alors, je vais vous en présenter un certain nombre qui sont tirés de ma bibliothèque personnelle. Donc, classiquement, Le Samouraï d'Occident, la dernière œuvre de Dominique Vénère, donc, qui annonce le geste qu'il va faire, hein, car il l'avait annoncé à un certain nombre de personnes. La notion de samouraï est évidemment une notion japonaise, et ça fait référence en fait au suicide de Mishima au Japon. C'est clairement cette idée. On aurait pu le comparer à Sénèque, donc le fameux auteur romain qui avait été contraint de se donner à mort pour sauver sa famille sous Néron, hein, puisque Néron voulait sa mort. Donc Dominique Vénère n'était pas confronté à un tyran, mais à un système tyrannique, le mondialisme qui est aujourd'hui en place, et il avait fait ce choix de le combattre. Autre ouvrage classique, toujours chez Pierre-Guillaume Deroux, hein, je précise l'éditeur, donc Le Cœur rebelle. Cœur rebelle, qui est une biographie qui était sortie dans les années 90, qui était absolument introuvable, et que Dominique Vénère a ressorti post-mortem, hein, puisqu'en fait, c'est bien Pierre-Guillaume Deroux qui a pu rééditer l'ouvrage. Donc c'est un livre qui est consacré à la jeunesse de Dominique Vénère, et à la question de l'Algérie, à la question des premiers temps de la politique. Ce n'est pas l'historien Vénère qui parle, c'est vraiment l'activiste Vénère, qui a été d'ailleurs condamné pour son soutien à l'OAS dans les années 60. Dans les ouvrages importants, Le choc de l'histoire, Religion, mémoire, identité, donc ça c'était chez Via Romana, ouvrage très intéressant parce qu'il met en avant justement une paganité assez sereine, qui n'est pas cachée, contrairement aux autres ouvrages. C'est sans doute son livre intellectuel le plus abouti à mon avis, c'est-à-dire vraiment une analyse historique de l'Europe, de sa longue mémoire, et il dit notamment dans cet ouvrage que l'Europe souffre d'un grand défaut, c'est de ne pas disposer d'une religion identitaire, contrairement à d'autres peuples comme l'Inde. Ça c'est un mot important. Il n'y a pas de religion identitaire européenne. En réalité, vous savez, pour avoir vu mes vidéos antérieures, qu'il y a une religion de l'Europe naturelle, qui est le paganisme, ou je dirais l'euro-paganisme, issu de la tradition indo-européenne. Mais, au XXIe siècle, officiellement, pour le moment, il n'y a pas de religion identitaire de l'Europe. Si on demande aux Européens, comme je l'ai fait récemment, quelle est la religion de l'Europe, ils vont me répondre le christianisme, et je leur répondrai et ferai remarquer
que le christianisme est la religion de presque toute l'Afrique noire, en tout cas de une bonne partie de l'Afrique noire, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, et de communautés en Inde et en Chine. Ce n'est pas une religion spécifique aux Européens. Mais, effectivement, au XXIe siècle, la religion d'Europe est absente. C'est ce que voulait dénoncer Dominique Vénère. Dominique Vénère réglait ses comptes aussi. De Gaulle, la grandeur et le néant. Donc il règle ses comptes avec De Gaulle. Alors il règle ses comptes avec De Gaulle à propos de l'Algérie, évidemment, mais avec beaucoup de lucidité. Et il reconnaît notamment quelque chose de très important, c'est le côté identitaire de la démarche gaulliste. C'est-à-dire que le général de Gaulle, très sincèrement, a voulu lourder l'empire colonial pour maintenir, préserver l'identité européenne du peuple français. Force est de constater qu'il a, là encore, échoué. Autre ouvrage très important, le siècle de 1914. Alors ce siècle de 1914, c'est l'œuvre sans doute la plus historique et la plus analytique du XXe siècle. Tout le fascisme, le phénomène du national-socialisme et du communisme est analysé dans cet ouvrage, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de courage. Il y a 2 pages, par exemple, sur le général Vlasov, c'est pas commun. L'ouvrage de Dominique Vénère, le siècle de 14, va expliquer pourquoi nous en sommes là. Il va démonter complètement, intellectuellement, pourquoi l'Europe est décadente aujourd'hui, pourquoi l'Europe n'est plus fière d'elle-même. Le siècle de 14, c'est le XXe siècle, et malheureusement, au XXIe siècle, nous n'en sommes pas sortis, nous ne sommes pas libérés. Dominique Vénère s'était intéressé évidemment à cette époque, histoire de la collaboration, pavé de 800 pages, qui a été fortement attaqué à l'époque, et un ouvrage qui, contrairement à ce qui a pu être dit, n'est en aucune manière apologétique de cette période, mais qui est un ouvrage extrêmement détaillé et qui comprend bien pourquoi des gens, au nom de l'Europe, se sont mis au service d'une puissance étrangère qui avait battu la France, pourquoi ils ont espéré, par hétérotélie, c'est-à-dire par une sorte de démarche historique étrange, obtenir la grande Europe qu'ils souhaitaient d'un régime qui ne voulait pas la grande Europe. Et évidemment, certains ont subi les conséquences, l'épuration a mis à terme à la vie de certain nombre de gens, et après-guerre, eh bien, une grande partie de ce qu'on a appelé la droite nationale était en faveur de l'Europe. Aujourd'hui, la droite nationale semble beaucoup moins en faveur de l'Europe qu'elle l'a été par le passé, et on pourrait expliquer pourquoi. À propos de cette histoire de la collaboration, je vous présente ce livre Dixon, la collaboration de François Broche, qui est sorti il y a quelques années. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il y a une biographie de Dominique Vénère. Donc, Dominique Vénère n'est pas un acteur de la collaboration, il était tout enfant. Il est né en 1935, et l'auteur présente Dominique Vénère comme un historien très engagé, c'est l'expression qu'il emploie. Il rappelle ses éléments, fils d'un architecte membre du Parti populaire français de Jacques Doriot, engagé dans l'armée le jour de ses 18 ans, en 1953, volontaire pour aller combattre la rébellion algérienne, engagé dans diverses formations activistes anticommunistes, Jeunes Nations, le Parti nationaliste, emprisonné pour avoir participé à l'OAS, créé le mouvement Europe Action, le Rassemblement européen de la liberté, s'associe à l'Institut d'études occidentales de Thierry Monnier et participe au Grèce, au tout début, comme je l'ai dit. Alors, ce qu'il dit de Vénère, donc il se suicide devant l'autel de Notre-Dame de Paris, après avoir fait connaître son hostilité au mariage pour tous, à l'immigration afro-maghrébine, a lancé 2 revues, Enquête sur l'histoire, la Nouvelle Revue d'Histoire, consacre plusieurs dossiers à Vichy, collaboration, à l'épuration, auxquels participent entre autres Maurice Bardèche, François-Georges Dreyfus et Jean Mabille. Donc effectivement, une tradition historique, historien marqué par ses engagements antérieurs et par ses orientations idéologiques, admiration pour les sudistes, les corps francs allemands du Baltikum, culte des traditions européennes, exaltation de la résistance à l'ombre de Vichy, justification de la collaboration, anti-gaullisme virulent. Toujours soucieux d'instrumentaliser l'histoire pour la mettre au service du combat culturel. Comme si les historiens actuels n'instrumentalisaient pas en permanence l'histoire pour lui faire dire le contraire de la vérité historique. Ironie de ma part. Voilà le combat de Dominique Vénère, un combat d'écrivain. Donc, un des livres fondamentaux de Dominique Vénère, c'est l'histoire et les traditions des Européens, qui était sorti chez Éditions du Rocher, qui était introuvable depuis des années, qui a été réédité, je crois, il y a à peu près 1 an, donc qui normalement est disponible. J'ai mis en exergue la page 63. Pourquoi cette page 63 en particulier? Parce qu'il donne un élément sur notre longue mémoire, et notamment sur le peuplement indo-européen de l'Europe, qui, vous savez, est une de mes passions, où il dit cette phrase extrêmement remarquable sur le foyer des Européens. Pourquoi je vais en parler? Les Européens d'aujourd'hui ne diffèrent pas sensiblement de ces lointains ancêtres. À une époque très ancienne, remontant vraisemblablement à plus de 10 000 ans, quelque part dans le vaste espace entre le Rhin et la Volga, au sein d'une population spécifique et nécessairement
homogène, au sens grec du terme, c'est cristalliser la langue que les linguistes appellent indo-européenne et qu'ils ont reconstituée. Vous voyez, les phrases sont importantes, population homogène sur un espace européen, à l'image des Européens modernes. Ça veut dire que ce que dit Dominique Vénère dans cet ouvrage, c'est que les Européens modernes sont les Indo-Européens, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une substitution de population permanente, un renouvellement permanent de population depuis le Paléolithique. En fait, ce qu'on veut nous faire accepter, c'est que les Européens sont revenus de partout sauf d'Europe, pour ensuite accepter que n'importe qui puisse se revendiquer européen sur la terre d'Europe. Cette stratégie, cette idéologie mondialiste ne doit rien au hasard. Alors, j'ai souhaité associer à cet hommage à Dominique Vénère des camarades, et je souhaite de leur part savoir s'ils ont des questions à poser concernant l'œuvre politique de Dominique Vénère. Alors, sur la personne déjà de Dominique Vénère, Thomas, c'est quelqu'un qui apparaissait souvent comme ayant une personnalité froide et austère. Alors, qu'en était-il réellement? Et question subsidiaire, Dominique Vénère s'adressait quand même à un public de droite très cultivé. Était-il finalement quelque part assez loin d'un certain peuple de base? Alors, ces questions sont évidemment essentielles. La première question, c'est est-ce que Dominique Vénère était un monstre froid, entre guillemets, pour reprendre l'expression sur l'État chez Nietzsche? C'est difficile à dire. D'abord, il avait fait le choix d'une distanciation. En tant qu'historien, et c'est effectivement une démarche très importante que beaucoup d'historiens ne font pas, c'est-à-dire que contrairement à ce que disait l'auteur que j'ai cité tout à l'heure, il n'était pas du tout dans l'histoire instrumentalisée. Il était dans le dépassement historique, c'est-à-dire la capacité à analyser la longue mémoire et se dire, sur le siècle de XIV par exemple, quelles étaient les mécaniques à l'œuvre. Or, un travail d'historien classique, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'est pas de cette logique-là. C'est pour ça que je le présente comme méta-historien, c'est-à-dire comme un historien au service d'une conception, politique, humaine, des choses. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Mais je pense qu'il fallait, peut-être comme point d'entrée, obtenir une forme de respect de sa part. C'est-à-dire que si le discours qu'on porte, lorsqu'on discute avec lui, est un discours d'imbécile, tout simplement, je pense qu'effectivement, il restera assez froid. Mais si on porte un discours dont il se reconnaît comme lui-même à part entière, s'il voit que le message qu'on porte, c'est le sien, et qu'on est dans la compréhension, l'attitude est tout à fait différente. Mais effectivement, Dominique Vénère a donné cette impression de hauteur, qui peut donner l'impression d'éloignement. Après, je ne suis pas un intime. Je n'étais pas un ami de Dominique Vénère. Pour moi, Dominique Vénère a un combat qui était pour l'Europe, qui est le mien. Mais voilà, je n'étais pas un intime. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait une grandeur d'âme exceptionnelle. Et qui peut-être, il y a des gens qui sont plus ou moins, exotériques, qui dégagent d'eux-mêmes une chaleur humaine, parfois artificielle. Et effectivement, ce n'était pas son cas. Le deuxième point, c'est la question de savoir si ses œuvres étaient accessibles. Alors, honnêtement, oui. C'est-à-dire, moi, je vous ai montré qu'un certain nombre d'ouvrages du siècle de XIV, par exemple, toutes les pages qu'on peut lire, évidemment, ne demandent pas de sortir de Normal Sup. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien écrit, ça ne veut pas dire que c'est clair et que c'est faux, mais c'est un style qui est accessible. Je veux dire, honnêtement, de toute façon, un ouvrage historique ou d'historien aujourd'hui, est-ce qu'il est accessible au plus grand nombre? Il faudrait que l'éducation nationale fasse son boulot. C'est pas tellement le cas. Donc le problème, il est là. Mais est-ce qu'il était compréhensible d'un lecteur lambda un peu intéressé par ses écritures? Oui. L'intérêt d'ailleurs de l'œuvre de Dominique Vénère, c'est que ce n'est pas une œuvre engagée à la droite nationale comme on pourrait le croire. Moi, je pense que n'importe quelle personne un petit peu cultivée, toute tendance politique confondue, peut parfaitement lire Dominique Vénère et être d'accord avec lui dans une grande partie de l'ouvrage. Donc oui, il y a une accessibilité. Le point faible, c'est simplement qu'aujourd'hui, les Français et les Européens ne lisent pas. Ils sont sur les réseaux sociaux ou sur Internet en permanence, ils regardent la télévision. Et le vrai défaut, il est là. Dominique Vénère a pu être entendu des gens qui devaient l'entendre, qui étaient en mesure de l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Oui, alors Thomas, j'ai une question assez simple. Je reviens à pourquoi ce geste? Est-ce que c'est un geste héroïque ou est-ce que c'est un geste de désespoir? Le geste, comme tu le sais, on fait une vidéo sur sa mémoire, donc sur se suicider. Alors, le mot suicide est lui-même un mot qui est une prise de position. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris le geste de Dominique Vénère, en commençant par Brigitte Bardot, mais c'était un peu logique, qui a évoqué le geste de quelqu'un qui, dit-on, aurait été déséquilibré. Donc l'inculture de Brigitte Bardot sur Dominique Vénère
était évidente. Elle aurait pu demander à son mari Basile de Kock des informations avant de se prononcer. Le fait est que le geste a été extrêmement attaqué par toute la frange nationaliste catholique de la droite. Pierre Sidos a dénoncé la maladie vénérienne du nationalisme. Vous voyez le jeu de mots assez glauque qui était aussi le règlement de compte d'un Pierre Sidos qui avait déjà dénoncé Europe Action dans les années 60 en étant choqué par le paganisme et le nationalisme européen qui était mis en avant. Alors ça, c'était des coups bas. Évidemment, beaucoup ont prétendu que c'était un sacrilège, parce qu'effectivement de Wiener a décédé la mort auprès de l'autel de Notre-Dame. Et tout ce courant-là, à mon avis, n'a pas compris le geste. Donc pour eux, je vais leur expliquer un petit peu. Notre-Dame, c'est un sanctuaire païen en réalité, puisque toutes les églises de France et même d'Europe ont été construites sur les sanctuaires et les temples païens. Il est très probable d'ailleurs que sous Notre-Dame, il y avait un sanctuaire d'une déesse vierge, car souvent la Vierge Marie a été honorée sur des lieux de sanctuaire de déesses vierges païennes. Une déesse probable, c'est Brigantia. Brigantia, Brigid en irlandais, c'est la déesse Athéna Minerve des Gaulois, pour simplifier. Et il le savait, évidemment, la longue mémoire de Dominique Vénère le savait. Et Dominique Vénère est donc allé sur un lieu qui respire la spiritualité européenne, païenne, gauloise, même s'il y a une église dessus. Derrière la Vierge Marie, c'est une déesse païenne qui l'honore, et c'est un sacrifice païen qu'il fait, ce qu'on appelle la dévotion en latin, la devotio, c'est-à-dire une forme de sacrifice aux dieux pour que les dieux viennent en renfort. Car c'est pas un geste anodin, c'est pas un suicide, contrairement à ce qu'on croit bien entendu. Au final, il meurt, et il meurt de sa propre main, mais c'est un appel aux dieux. C'est un message religieux, en fait, qui est envoyé. Et c'est pas hasard si c'était fait dans un lieu religieux. En fait, ce qu'il dit aux dieux de l'Olympe ou d'Asgard, ou même aux Tuatha-Dé Danann et du Gaulois celte, ce qu'il dit, c'est que regardez comment est l'Europe. Et si par ma mort, je peux réveiller les Européens, je peux amener la puissance divine à permettre aux Européens de se réveiller, de sortir de leur torpeur, alors je le fais. C'est donc un sacrifice, n'est pas un suicide. Mais évidemment, ne peut comprendre cela que quelqu'un qui partage cette conception du monde. Un chrétien, à mon avis, et sans être méchant et péjoratif, ne peut pas comprendre le geste de Dominique Vénère. C'est un geste qu'il a envoyé à ceux qui pouvaient comprendre, mais ce geste n'a pas réveillé les consciences des Européens, malheureusement. Quelles sont les conséquences réelles dans le plus grand nombre de ce geste? Et là, effectivement, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Mais je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait envoyer comme message. En tout cas, pour moi, c'est un geste politique extrêmement fort. C'est un geste romain. Et c'est pour ça que j'avais écrit une petite chronique qui s'appelait « Mort d'un titan européen ». Je ne crois pas qu'il faille y voir autre chose que cela. Mais je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Et il y a d'autres questions qui vont venir, j'imagine. Oui, alors ma question part d'un constat. Il semblerait que dans ce qu'il est convenu d'appeler la droite nationale, les structures aient du mal à survivre à leurs fondateurs. On a l'exemple avec la NRH de Dominique Vénère. Donc. Voilà. Dans quelle mesure penses-tu qu'il soit possible de surmonter cette fatalité? Alors, chers amis, je vais vous dire un truc. Je vous invite quand même à poser des questions plus fortes parce que moi je l'entends, et très bien, mais tout le monde n'entendra peut-être pas. Alors, la question effectivement de l'héritage des structures politiques, est-ce qu'elles survivent à leurs fondateurs? Dans la droite nationale, le problème c'est qu'il y a ce qu'on appelle le principe du chef. En allemand, le Führerprinzip. Peut-on survivre au chef une fois que celui-ci n'est plus? Eh bien, la NRH a effectivement laissé penser que non. Moi, j'ai une théorie sur la disparition de la Nouvelle Revue d'Histoire. Hein, pour le dire à nos amis, la Nouvelle Revue d'Histoire n'est plus parue depuis un certain nombre de mois. Elle ne paraîtra plus. Le dernier numéro 92, consacré à l'Allemagne, aura été le dernier. Les raisons en sont financières, il ne faut pas se le cacher. La revue ne faisait pas nécessairement les ventes nécessaires pour survivre suffisamment. Et la preuve en est qu'elle n'a pas survécu. J'ai une théorie, c'est-à-dire qu'au-delà des mérites humains et historiens de Philippe Conrad, c'est justement ce côté méta-historien de Dominique Vénère qui faisait de la Nouvelle Revue d'Histoire une revue d'histoire différente des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Avec tous les mérites de ceux qui ont survécu à Dominique Vénère, ils n'ont pas pu remplacer Dominique Vénère. Ce style, cette façon d'être, ce ton, était certainement inimitable. Et donc la Nouvelle Revue d'Histoire est devenue une revue d'histoire de bonne qualité, mais qui n'avait pas de plus-value. Les derniers numéros étaient souvent liés à des anniversaires, les 100 ans de la guerre de 14, les 60 ans de la chute, de la révolte de Hongrie. On était trop dans justement une forme de commémoration qui était trop banale.
Moi, j'ai pas envie d'acheter la nouvelle revue d'histoire. Moi, j'ai tous les numéros, hein, je précise, mais pour avoir l'équivalent de l'histoire ou d'Historia. Ou de l'Historia actuelle, hein, je parle pas de la revue Historia des années 70, hein, où Mabir et tant d'autres écrivaient. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux un ton différent. Et certains numéros de la nouvelle revue d'histoire de l'époque Vénère étaient exceptionnels. Les numéros d'enquête sur l'histoire, la revue que Vénère avait créée auparavant, qui s'était éteinte là de son vivant, avait toutes ces qualités-là. Après, il fallait trouver son public. Je pense également que les numéros spéciaux que peut-être certains d'entre vous ont eu entre les mains n'étaient pas une bonne idée. Les numéros spéciaux sont, de ce que je sais, assez mal vendus. Je vous avoue que j'en ai acheté que 2 sur une dizaine, et pourtant j'ai acheté tous les numéros de la revue. Si moi je ne les achetais pas, que dire des autres lecteurs? Donc je pense que tout cela a été fatal à la revue, mais effectivement je pense que la revue ne pouvait pas survivre à Dominique Vénère parce que ce ton-là était différent. Alors si on va plus loin dans les structures politiques, le problème c'est que il y a ce personnalisme des combats politiques. Alors Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National par exemple. Marine Le Pen a maintenu la structure vivante. Elle a fait des scores électoraux qui, bien qu'inférieurs à ce que les meilleurs sondages promettaient, lui ont permis de maintenir la boutique à flot. Maintenant, il est tout à fait possible, avec tous les scandales qu'on connaît, notamment sur le Parlement européen, que finalement, ça soit beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, c'est la prise de risque de supprimer le nom Front National, de prendre le nom de Rassemblement National pour changer le truc, est très dangereux. Parce que finalement, c'est le nom Le Pen que Marine porte qui lui a permis d'être là où elle est. Et en se séparant de son père, en se séparant de ce nom qui l'a porté, y a-t-il une plus-value Marine en tant que telle? Moi, je ne crois pas. Et puis moi, je suis méritocratique. Ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur le Front National le savent. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on n'a pas à hériter d'un parti politique. On doit être digne de sa propre ligne, si on peut dire. Mais est-ce que vous auriez des exemples à me dire de formations politiques qui n'ont pas survécu à leur fondateur? Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Le communisme a survécu à Lénine et à Staline. Le fascisme n'a pas survécu à Mussolini. Le national-socialiste n'a pas survécu à Hitler. Et dans cette mouvance de droite nationale, qui sans se référer à ces structures politiques-là et ces idéologies-là, a pu être influencée malgré tout par la symbolique de ces mouvements, la culture de l'héritage n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, regardez les partis qui existent. L'UPR d'Assino, c'est Assino. Vous n'avez plus d'Assino, vous n'avez plus d'UPR. Dupont-Aignan, Debout la France. Vous enlevez Dupont-Aignan, il n'y a plus Debout la France. Vous enlevez la famille Le Pen, Marine, Marion, les autres, vous n'avez plus de Front National. Etc. Donc le problème, c'est que ce qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir une synergie, est-ce qu'on pourrait avoir un principe de collégialité dans ces partis? Parce que finalement, c'est ça qu'on attendrait. On a vu ce que donnait le principe du chef dans la caricature. Certes, on a vu aussi que les directions collégiales pures, c'était la guerre permanente et que ça n'amenait à rien. Je pense qu'il faut un système mixte où il faut ce que j'appelle un primus inter pares, le premier parmi les égaux, c'est-à-dire un impulseur, quelqu'un qui a une démarche, une théorie, une dialectique, mais derrière, il faut une pépinière de héros, une pépinière de camarades de combat. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se considère comme au-dessus des autres. Il doit prouver en permanence sa valeur, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme mouvement, comme parti, comme personnalité, justement, pour assurer l'héritage de Dominique Vénère? Alors, l'héritage politique de Dominique Vénère, on va dire les choses clairement, hein, le but, c'est pas de se raconter des bobards. Il y a un héritage métapolitique de Dominique Vénère, c'est l'Institut Iliade. C'est l'objectif de former des cadres, de former une jeunesse au thème et aux idéaux de Dominique Vénère, qui sont ceux en fait de l'Europe nation, de l'Europe unitaire, que le Parti des Européens que je préside par exemple défend. Parti qui aujourd'hui est un groupuscule, on ne va pas se mentir non plus, mais qui est animé d'une foi d'airain pour ce combat pour l'Europe unie. Or, il n'y a pas d'alternative à l'Europe unie. Et Dominique Vénère le savait. Par exemple, je suis désolé, je prends du temps à trouver des ouvrages, il a participé à l'ouvrage Fonder un État européen de Dussuit contre l'Europe de Bruxelles. Et il a écrit l'introduction. À l'issue de l'introduction, de la préface, pardon, excusez-moi, il dit ceci. Il dit, cette phrase qui est très forte, la promotion de l'identité européenne fondera une identité recouvrante et non pas absorbante des identités antérieures. C'est alors que pourra être fondée une république européenne
articulé sur l'authenticité des régions et l'effacement volontaire des États nationaux. L'effacement des États, c'est pas un souverainiste qui écrit ça. Alors moi je suis plus dur que Dominique Vénère là-dessus, je ne prône pas un effacement des États, je prône une destruction révolutionnaire des États, par un principe de coup d'État démocratique, de putsch démocratique à Strasbourg, c'est-à-dire que l'Europe s'unit contre les gouvernements et contre les États, non pas par leur effacement volontaire, mais par leur délégitimation, ce qui va plus loin. Mais évidemment, Dominique Vénère ne veut pas non plus braquer un public de droite nationale. Mais peut-être faut-il le faire. Peut-être, aujourd'hui, faut-il se poser cette question-là. Peut-être faut-il ne plus transiger avec ce discours souverainiste en disant « je ne veux pas blesser les idéaux souverainistes ou les réactions nationalistes des Français ». Moi, je pense qu'il faut forcer les choses. Bien sûr, il y a le bon flic et le mauvais flic. Tant pis si je dois jouer le rôle du mauvais flic européen, mais je le jouerai. À un moment donné, il faut ramener les choses telles qu'elles sont, et le devenir européen, dans une situation catastrophique comme vous la connaissez, impose ce devoir. Or, je pense que le combat de Dominique Vénère était pour l'Europe unie. Et que ceux qui se réfèrent à Dominique Vénère en maintenant les artifices souverainistes, en ne voulant pas blesser les souverainistes, se trompent. Je vais vous dire même au-delà de ça. À l'Institut Iliade, il y avait Paul-Marie Couteau, qui est l'inventeur du mot souverainisme, qui était présent. Eh bien, même lui est obligé de reconnaître la nécessité de l'Europe. Si même le père fondateur du souverainisme doit dire, finalement, l'Europe est une évidence, alors la victoire de Dominique Vénère, elle est là. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris que l'Europe était une évidence, il va peut-être falloir se poser la question de faire un parti politique qui défende vraiment l'Europe, et peut-être ringardiser tous ces partis souverainistes à la Marine Le Pen et à Dupont-Aignan, qui n'ont pas d'avenir à nous proposer. Ils tapent sur l'euro, ils tapent sur n'importe quoi, et ça ne sert à rien. Quelle est la réponse politique de l'Europe face au mondialisme, face au globalisme, face au grand remplacement dénoncé par Camus? Ben, il n'y a pas de réponse politique aujourd'hui. Alors le Parti des Européens, il est ce qu'il est, effectivement groupusculaire, mais sa ligne est majoritaire, en fait. Et là est le paradoxe. Marine Le Pen, elle fait 20% des voix. Pourquoi? Parce que les Français en ont ras-le-bol de l'immigration extra-européenne. Point. Il n'y a personne qui vote Front National parce qu'il est contre l'Europe. C'est pas vrai, ou alors c'est une infime minorité d'individus qui comprennent rien. La réalité, c'est que les gens veulent défendre une Europe authentique. Et Dominique Vénère s'est battu pour une Europe authentique. Et de l'Europe action à l'Europe nation, il y a une continuité. Or, la droite nationale des années 70, je vous le rappelle, était à 99% pro-européenne. Et la vraie question qui se pose, c'est pourquoi elle ne l'est plus? Sous prétexte que l'Union européenne actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi cette hostilité sur l'Europe et les Européens? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'il y a l'idée, je pense, que défendre l'Europe demande un courage immense. Et que ces gens en sont dépourvus, tout simplement. Parce que c'est quoi l'Europe, finalement? C'est l'Islande à la Russie. C'est un continent qui a illuminé l'histoire et le monde. Et aujourd'hui, est-ce que les gens qui se réclament de notre civilisation sont dignes d'elle? Est-ce que nous sommes à l'image de nos grands anciens? Donc je pense que le premier acte politique fort, c'est de se réveiller. Que fait Dominique Vénère, finalement? Il envoie un message romain, un message d'il y a 2000 ans. Un message qui, pour l'Européen vaguement chrétien et gentil laïcard, bobo, est incompréhensible. Quoi? Il n'a pas essayé de mourir à 99 ans en poussant sa vie jusqu'au bout? Quoi? Il a pris son destin en main. Effectivement, la plupart des gens, aujourd'hui, ils pensent essayer de durer le maximum de temps. Ouais, essayer de mourir à 90 ans, 95 ans, dans les meilleures conditions de santé. Ben, Dominique Vénère, il s'en foutait de tout ça. La preuve, il a pris son destin en main, il a dit ben, ma vie, j'en fais ce que je veux. Je ne vais pas attendre tranquillement, une fin que tout le monde va connaître, qu'on va nous aussi connaître. C'est un acte héroïque de point de vue. Ne pas accepter d'être simplement, de suivre sa vie tranquillement. C'est un acte héroïque. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à faire ça? Moi, je l'avoue honnêtement, là-dessus, je n'aurais pas été capable de faire son geste. Je ne sais pas si d'autres en sont capables, peut-être qu'il n'y avait que lui pour le faire. Mais il a envoyé ce message, et ce message est extrêmement fort. C'est un message, je dirais même hallucinant pour le commun. Certains ont la stratégie du repli stratégique souverainiste au nom d'une sorte d'Europe nouvelle à venir pour demain. Tu as dit que le fondateur du souverainisme reconnaissait la nécessité de l'Europe, mais on peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'européistes qui ont rejoint des partis souverainistes. Par exemple, tous les grécistes ou les gens de la revue Identité, etc., tournaient autour du FN à une époque. On pourra argumenter de deux manières. Alors, c'est vrai qu'avant 1998 et la scission maigretiste, il y avait un certain nombre de gens qui essayaient de défendre un courant européen au sein du Front National, et qui y arrivaient bien d'ailleurs.
Mais je pense qu'ils voulaient s'emparer de la structure. Ils ont essayé d'ailleurs, ils ont échoué, Jean-Marie Le Pen les a tous virés. Bon. Mais effectivement, le Front National, à un moment donné, il y avait des gens qui pensaient l'Europe. Simplement, ça c'est fini. Aujourd'hui, quelqu'un qui défendrait vraiment l'Europe, moi je suis convaincu qu'il n'a aucun avenir au Front National. Ça c'est clair. Complètement d'accord. Bah, toi qui connais bien... Non, on est complètement d'accord. Je pense que celui qui parlait encore de l'Europe, et c'est le fondateur. Jean-Marie Le Pen. Alors c'est le paradoxe. C'est vrai. C'est le paradoxe. Jean-Marie Le Pen... Il a fait des écrits sur des discours au Parlement à Strasbourg sur la jeunesse européenne dans les années 80, début 90. 89, je crois. Voilà, 89, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Qui sont complètement européens. Enfin, moi, je les ai lus. D'ailleurs, si les gens connaissent un peu le Front National, on aurait dit, ah bon, c'est Jean-Marie Le Pen. Ben oui, c'est lui. Le problème de Jean-Marie Le Pen, c'est le manque de cohérence doctrinale de toute sa carrière. Parce qu'il a écrit aussi à la jeunesse algérienne en 58. Un discours qui devrait faire frémir, parce que nous expliquer que la jeunesse algérienne, c'est l'avenir de la France. On a vu ce qu'il en était de l'avenir de la France grâce à ça. Donc ça pose quand même question. Mais oui, Jean-Marie Le Pen était sans doute beaucoup plus pro-européen, pour une raison, à mon avis, évidente. C'est simplement avoir un peu de culture. Si on a fait du grec ou du latin, bah, forcément on est déjà moins anti-européen. Marine Le Pen, il faudrait qu'elle apprenne l'anglais. Vous vous rendez compte quand même qu'elle ne parle aucune langue étrangère. C'est quand même assez sidérant. Pour avoir un rôle international à jouer, même pas parler l'anglais, ça quand même pose question. Bon, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre l'Europe, ça n'a pas fait de latin ou de grec. Je sens au sens politique du terme. Alors évidemment, c'est tout à fait, ce que je viens de dire est complètement antagoniste de ce qu'on nous apprend, puisque c'est limite, c'est Blanquer qui a sauvé le ministre de l'Éducation nationale, qui vient de sauver le grec et le latin au lycée, au collège, parce que sa fameuse ministre socialiste qui avait précédé est en train de détruire l'enseignement des langues classiques. Donc Le Pen, il est d'une autre génération. Le Pen, il a aussi été de la génération des années 50-60, où l'Europe unie était une évidence. Et évidemment, il se convertit à l'euroscepticisme dans les années 90. Il y a aussi l'influence de Pasqua-Villiers. Il ne faut pas oublier que Pasqua-Villiers ont fait 13% en 92 aux élections européennes. Donc il y a un message souverainiste qui est envoyé. Et c'est plus facile de taper sur l'Europe que de taper sur le gouvernement français ou sur l'État français. Moi, je pense qu'effectivement, Jean-Marie Le Pen était moins europhobe que sa fille, ça c'est clair. Moi, je me souviens de Marine Le Pen chez Christine Ockrent en 2004 ou 2005. Non, c'était peut-être un peu avant 2004. Où une députée polonaise, se félicitait que la Pologne rentre dans l'Union Européenne. Donc c'était forcément avant 2004. Et Marine Le Pen avait piqué une colère complète. Non, madame, mais vous vous rendez pas compte, l'Europe c'est horrible, c'est terrible, c'est la catastrophe. Alors c'est une europhobie de gauche chez Marine Le Pen. C'est l'europhobie des fonctionnaires qui ont peur de la méchante Union Européenne qui va tout libéraliser. C'est la peur de nos acquis sociaux. Mais c'est pire encore. Ce que j'appelle l'universalisme français. Alors Dominique Vénère avait totalement combattu, tout le long de sa vie il a combattu l'universalisme et l'universalisme français. L'ennemi c'est l'universalisme, et que cet universalisme ça soit là, ce que j'appelle le globalisme ou le mondialisme dans un seul pays. C'est quoi ça? C'est tout le monde, toute la planète peut être français. Il suffit d'aimer la France pour être français. Marine Le Pen le dit, vous aimez la France, vous êtes français. Mais il y a des gens qui sont français sans aimer la France et qui le sont par leurs ancêtres. Dans ce cas-là, ne sont-ils plus français? Ça veut dire qu'on remet en question la question de la légitimité des gens d'un peuple sur sa terre. Moi, je ne demande pas aux Européens d'aimer l'Europe. Je leur demande de la défendre, parce que c'est leur patrie. Mais je ne leur demande pas de l'aimer. Je leur demande d'assumer qui ils sont. Un Européen, il l'est par son ascendance. Il est par son héritage, exactement. Et donc, c'est ça qui définit l'Européen. C'est pas un mérite. Un Camerounais n'est pas inférieur à un Français. La nationalité camerounaise n'a pas moins de valeur que la nationalité britannique. C'est quoi cette idée qu'on mériterait d'être français? Ça veut dire qu'on fait de la hiérarchie, on hiérarchise les peuples, alors qu'on nous explique au contraire qu'il ne faut pas hiérarchiser, eux le font. Donc si vous êtes un Camerounais qui aime la France, vous méritez d'être français. Et si vous êtes super méritant, alors vous avez la carte verte américaine, parce qu'on va au bout de l'équation. Le sommet, c'est la green card américaine, faut le dire. Alors si vous êtes très méritant, vous êtes américain. Si vous êtes modérément méritant, vous êtes français. Et si vous êtes vraiment un cancre, vous êtes congolais. C'est ça la vision qu'on donne. C'est tout. Donc. Mais alors finalement, la grande Europe que tu défends aujourd'hui, que défendait Dominique Vénère, alors effectivement aujourd'hui au niveau de la population française, les gens sont globalement contre l'immigration. Ils sont aussi pour l'Europe. Mais bon, ils sont aussi pour l'Europe pour des questions de tourisme, ils sont contents effectivement de pouvoir payer en euros quand ils changent de pays, etc. Mais on est quand même dans un monde aujourd'hui d'hyper-individualisme, où les gens pensent avant tout à eux, un petit peu à leur famille, mais accéder demain à une grande idée d'Europe, revenir à une
une culture, une civilisation forte, est-ce que c'est pas finalement trop demandé on n'a pas le choix. Au peuple d'aujourd'hui? Ah ben moi je n'ai pas tué un bœuf devant l'autel sacrificiel pour vérifier la conformité de son foie et savoir donc quelle divinité est favorable et quelle divinité est défavorable pour nous révéler l'avenir. Donc je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas devin. Peut-être faudra-t-il rétablir la ruspicine, ça c'est un autre problème, mais bon, pour l'instant, moi en tout cas, je n'ai pas les compétences de devin étrusque. En conséquence de quoi, je ne connais pas l'avenir. Ce que je sais, c'est que l'avenir de l'Europe aujourd'hui, si on prend les paradigmes actuels, est très mal barré. Mais je n'accepte pas cette idée que notre avenir est terminé. Je pense que l'Europe a des capacités insoupçonnées de relèvement. Et que j'ai cette phrase que j'aime bien d'un film, c'est pourquoi tombons-nous? Pour mieux nous relever. Donc cette chute actuelle est peut-être nécessaire. Peut-être que l'Europe unie nécessite qu'on soit confronté à l'abîme pour se dire on n'a pas le choix aujourd'hui. Peut-être qu'il faut cet abîme, peut-être qu'il faut cette menace d'extinction pour que l'Europe s'en sorte. Peut-être que s'il n'y avait pas ce péril, c'est ça qui nous tuerait. Donc je pars du principe qu'effectivement nous avons un devoir d'optimisme, un devoir de réveil. Après, on fera avec ce qu'on peut. C'est-à-dire que si les gens ils se bougent pas le cul, hein, ils sont foutus. Et donc l'intérêt individuel aujourd'hui recoupe l'intérêt général. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai 41 ans. Dans 30 ans je vais en prendre plein la gueule. Est-ce que j'ai envie à 70 ans de me faire buter n'importe comment ou n'importe quoi? Combien de gens qui sont dans ce cas-là? Combien de gens qui ont des enfants aujourd'hui, qui ont des enfants en bas âge? Est-ce qu'ils ont envie que dans 30 ans, dans 40 ans, leurs gamins en prennent plein la figure? C'est maintenant qu'il faut réagir. Mais pas seulement parce que c'est l'intérêt de tous, c'est parce que c'est l'intérêt de chacun. Effectivement, qui veut une Europe de merde? Qui veut un avenir de merde? Personne. Sauf que l'avenir de merde, on l'aura tous si on ne se bouge pas maintenant. Le problème, il est là. Donc, concrètement, oui, c'est difficile. Oui. Mais oui, la majorité des gens pensent qu'il faut associer l'Europe et la lutte contre les flux migratoires. Mais il n'y a aucun parti qui défend ça. Donc le problème, c'est que le Front National, il prétend lutter contre les flux migratoires, mais il le fait de manière nullissime et incohérente, avec en plus son chauvino-mondialisme permanent, avec son apologie des dom-tom et de n'importe quoi, donc c'est complètement incohérent. Et de l'autre côté, effectivement, il y a ceux qui sont pour l'Europe, et l'Europe mondialiste. Comme Macron m'a dit, il est européiste, Macron. Non, Macron n'est pas européiste, il ne défend pas l'Europe, il considère que l'Europe c'est une étape vers l'état mondial, vers le mondialisme. C'est ça. Donc vous avez des prétendus européens qui en fait sont des mondialistes et des prétendus nationalistes qui en fait eux-mêmes sont des mondialistes, puisqu'ils ont une définition universelle de la France. Si tout le monde est français, personne ne l'est. Or, finalement c'est ça l'équation. Donc le problème aujourd'hui, et c'est ça, chers camarades, que j'ai envie d'envoyer un message au plus grand nombre, malheureusement aujourd'hui le plus grand nombre c'est quelques milliers de personnes sur YouTube, mais peut-être demain 100 000, peut-être après-demain 1 million. L'objectif il est clair, c'est réveiller la conscience européenne, réveiller les Européens pour qu'on s'en sorte. Et il ne s'agit pas seulement de proposer un grand idéal, il faut se faire comprendre de toute façon qu'on n'a pas le choix. C'est l'Europe unie ou l'extinction, c'est pas plus compliqué que ça. Et tous ceux qui vous disent, alors ce que tu disais, cher camarade, tu disais, beaucoup prônent le retour en arrière. Moi souvent j'ai cet argument, oui il faut le faire, il faut le Frexit, il faut quitter l'Union Européenne et c'est comme ça qu'on pourra faire l'Europe. Ah bon? Vous commencez par diviser pour prôner l'unité, ça commence mal. On ne peut pas avoir des principes, comment dire, contradictoires. Vous voulez une Europe centripète, c'est une Europe qui pense dans le même sens. Vous commencez à faire une Europe centrifuge. La nation avant tout, je fais ce que je veux de mon côté. C'est pas possible. Donc il faut hériter de cette Union européenne. Thiriard disait, de la CE à l'époque, ne pas la détruire, mais en hériter. Oui, il faut hériter de l'Union européenne. Hériter, ça veut dire s'en emparer. Et s'en emparer, ça veut dire faire un parti politique qui est en mesure à Strasbourg, avec des alliés qui viendront, parce que l'occasion vient, l'occasion vient au moment où les choses se posent. Hein, et il faut qu'il y ait un parti identitaire européen qui émerge et qui finisse par s'imposer. Le parti des Européens que je défends est un parti potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un groupuscule, mais il a vocation dans l'esprit à rassembler le maximum d'Européens pour faire tomber ce système, pour faire basculer ce système par le biais de Strasbourg et du Parlement européen. Alors je sais que c'est extrêmement ambitieux. Mais aujourd'hui, qu'on m'explique comment on gagne les présidentielles. Ils sont formidables, ces souverainistes. Ils nous rabattent les oreilles avec les exemples présidentiels. Assino, il a que les présidentielles, il fait 0,9%. Il va faire quoi, 1,3 la prochaine fois? Il va nous expliquer que ça va changer le monde? Les élections nationales sont verrouillées. Les élections nationales, ça amènera qu'à des Macron. Donc si on ne veut pas de Macron, c'est pas au niveau de l'Elysée qu'il faut se battre, c'est pas au niveau des présidentielles qui ne savent à rien, où les choses sont pipées avec les journalistes qui racontent n'importe quoi. Regardez l'affaire Fillon, on n'en entend plus parler de l'affaire Fillon. Pourtant, il a été neutralisé
dans cette campagne. Bon, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. Donc les élections nationales ne sont pas gagnables. Ceux qui misent Marine Le Pen 2022, Marine Le Pen 2027, Marion Maréchal Le Pen 2032, et pourquoi pas, je sais pas, Olympe Le Pen 2047. Vous imaginez à quel état sera la France? C'est fini ces conneries-là. Faut arrêter. Jean-Marie Le Pen a eu des défauts et des qualités importantes. Mais ce qu'il a amené, Le Pen, il a amené sa fille sur le trône. Ben, c'est comme le résumé. On nous parlait de l'héritage. Indépendamment des qualités humaines, intellectuelles, etc. Le résultat, il est là. Trop humaine. Humain trop humain, comme disait Nietzsche, effectivement, les erreurs humaines. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut, si l'intérêt de l'Europe est en jeu, alors on met des candidats, on met des gens qui sont vraiment dignes de défendre l'Europe. Moi, je suis désolé, les leaders de droite nationale ne sont pas crédibles pour défendre la civilisation européenne. Et chez nos voisins, c'est pareil. Le seul qui est crédible, et il faudrait pas que je le dise, le seul qui est actuellement à peu près crédible, c'est Vladimir Poutine. C'est le seul qui a encore à peu près compris ce qui est arrivé. Après, je n'idéalise pas l'individu, je ne nie pas les dérives autocratiques naturelles qui peuvent exister, mais n'empêche que, aujourd'hui, qui a compris ce qui est en train d'arriver, c'est quand même Poutine. Donald Trump n'a rien compris, évidemment, Donald Trump, il est dans son monde américain. Alors, il y a des qualités et des défauts, l'individu là, mais bon, mais Poutine a compris. Après, est-ce que Poutine n'a pas des ambitions nationales russes? Est-ce qu'il a complètement le logiciel de Dominique Vénère? Non, bien évidemment que non. Il ne faut pas être naïf. Mais si on veut que Poutine aille dans le sens de la grande Europe, il faut que l'Europe, en dehors de la Russie, montre l'exemple. Parce que de toute façon, c'est simple. Si l'Europe est dégénérée, de toute façon, Poutine, il va essayer simplement de s'en protéger et de ralentir chez lui la décadence qui est quand même là. Parce que le taux d'alcoolémie, tout ça, et le nombre de sidéens en Russie, ça existe aussi. Il ne faut pas s'imaginer aujourd'hui qu'il y a une seule nation d'Europe qui peut s'en sortir. Moi, je vais vous le dire très clairement. Non seulement l'Europe occidentale va s'effondrer, mais l'Europe centrale va s'effondrer, la Russie va s'effondrer. Et en 2100, il n'y aura plus un seul Européen. Parce que c'est ça la réalité, si vous regardez. Les États-Unis sont déjà en train de devenir une minorité de souche européenne. On sait qu'en 2042, les Américains de souche européenne sont minoritaires. Ça, c'est des statistiques. On peut les faire démentir, ces statistiques. On nous prétend qu'il y aura 4 milliards d'Africains en 2100. On peut faire démentir. L'histoire n'est pas écrite. Mais n'empêche que si on reste dans les paradigmes actuels, c'est ce qui nous guette. Dans les paradigmes actuels, c'est simple. La Chine va rester chinoise, l'Inde va rester indienne, l'Afrique va rester africaine, et l'Europe aura cessé d'exister. Alors que nos remplaçants ne dialysent pas trop la situation, ils auront les Chinois à la fin. Les Chinois attendront bien que l'Europe soit morte, et après ils iront récolter. Tant pis pour ceux qui auront cru qu'ils pouvaient nous remplacer sans payer la facture derrière. Mais dans l'absolu, la situation d'aujourd'hui est claire, l'Europe aujourd'hui est condamnée, elle peut s'en sortir, mais ce sera au titre d'une audace exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter jusque-là.